Des micros peuvent circuler, il y a déjà une main qui sert. Alors c'était le jeu du plus rapide, je crois que c'est cette main là au milieu. Hello. So first I wanted to say thank you for this amazing movie. I wanted to tell you that I think you made an amazing job on the animation. I'm a huge fan of stop motion. It's a technique that evolved a lot through the years, and it's a movie that perfectly proved it. I wanted to know which scene was the most fun for you to make. Est-ce que vous pouvez poser la question en français également, s'il vous plaît, monsieur, comme ça, pour que tout le monde Quelle scène, pour la traduction, ça va être quelle scène du film avez-vous pris le plus de plaisir à animer? Merci. Well, would you agree? Probably the whole end, kind of Act 3 chase sequence, was the most fun and challenging, really, because of the amount that's in it, the gags, the momentum, keeping the momentum. And the number of different techniques as well. It was very challenging. Lots of very traditional, lots of the very latest in cutting-edge visual effects for the water. So it was a very nice hybrid between classic stop-motion animation and the very latest in production technology. Probablement la séquence finale, justement, la séquence sur le canal, parce que il y avait une espèce de dynamique qu'il fallait avoir. Il y a énormément de gags, il se passe énormément de choses, et c'est aussi celle où on mélange le plus des techniques traditionnelles comme le stop motion et aussi des techniques de pointe d'animation numérique, comme pour faire les effets, par exemple, de l'eau, etc. Et donc c'est probablement la scène la plus hybride qui représente un peu cette convergence de différentes techniques d'animation. Ici. Est-ce que les Marguerite. oui, les marionnettes qui sont devant, c'est les vrais. Are they the real ones? Yes. Yes, they are. Yes. So you can move Wallace, and I can move Grant. On peut donc faire bouger, voilà, c'est bon. His eyebrow moves up and down and flexes. On peut bouger les sourcils pour changer l'expression. Violence. Il avait pas So the reason that his head comes up is that sometimes, even though they're small, they might be inside a location and the animator can't quite reach. And so they take the head off and they will sculpt, change the expression, and then put it back on. Alors la raison pour laquelle la tête s'enlève, c'est parce que parfois la marionnette peut se retrouver dans le décor à un endroit un peu inaccessible, et donc le marionnettiste va prendre la tête pour changer l'expression, remodeler l'expression, la remettre en place et continuer à tourner. Alors le micro peut circuler ici au milieu, et après il y aura également ici. Bonjour. J'ai trouvé le film sensationnel, extrêmement drôle. Et j'avais une question qui concerne tous les Wallace et Gromit. Parce qu'il y a quelque chose qui me fait extrêmement rire, c'est le fromage dans tous les films. Surtout dans le premier où ils vont sur la lune en pensant que c'est du fromage. Je trouve que c'est du génie. Et je me suis pas ouvert au débat. J'avais une question du coup. D'où vient cette obsession du fromage? Est-ce que c'est vous une marque? Et si oui, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez déjà goûté à la raclette? Yeah. Very good. Nous avons eu la chance juste avant La raclette, oui, mais c'est le délicieux. débat, on a vu quelque chose d'absolument formidable. J'ai vu Nick Park manger du fromage. Vraiment. Le plus beau souvenir de ma vie. Love cheese. We call Nick the Oui, big j'adore le cheese. fromage. Surnommons Nick le gros fromage. French cheese. Fromage français, bien sûr. But there's a couple of French cheeses in A Grande Out, I think.
Dans une grande excursion, justement, il y avait déjà des fromages français. But the reason the cheese is there is because I couldn't think of a reason why Wallace would want to go to the moon. Et la raison pour laquelle, dans ce film-là, une grande excursion, j'avais mis le fromage, c'est juste parce qu'il fallait que je trouve une raison à Wallace pour avoir envie d'aller sur la Lune. C'est pour ça que c'est du génie, du coup. Everyone knows the moon's made of cheese. Tout le monde sait que la Lune est faite de fromage. It's scientific. C'est un fait scientifique. Alors, on a ici. Oui. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. Félicitations, c'est vraiment un très très grand film. J'ai beaucoup aimé. Je voulais vous demander, parce que c'est extrêmement dur en stop motion de fabriquer des props. C'est souvent avec des petits détails, beaucoup de soins, beaucoup de textures, et aussi d'ingénierie pour pouvoir savoir comment tout ça va bouger. Et en plus, Wallace est un inventeur. Donc au-delà de la mise en abîme, il y a une vraie créativité et inventivité à fabriquer des objets comme ça. Et je voulais savoir, premièrement, où est-ce que vous trouvez ces idées d'objets à fabriquer, comment est-ce que vous procédez et à quel point est-ce que ça a été complexe. You're correct that I think there's animators as well that from the beginning really the fact that you can kind of be an inventor, you know, you can create machines that you have no idea how they would work in reality, but through animation you can make them work and be believable, kind of. Vous avez raison, effectivement, quand on fait de l'animation, on peut inventer toutes sortes de machines dont on ne sait absolument pas comment elles fonctionneraient dans le vrai monde, et en même temps les rendre crédibles, enfin, à peu près. But the great thing is now, when we come up with an idea, like in Vengeance Most Foul, when Wallace is getting up in the morning, we can come up with these amazing ideas, and we're really blessed to be working with such talented artists at the studio who can make our ideas become a reality. And I started as an animator, so I do know what's possible, but actually our crew are so amazing. They often meet but usually exceed our expectations with what they create for us. Et c'est vrai que c'est absolument formidable aujourd'hui quand on travaille sur un film comme La Palme de la Vengeance et qu'on arrive le matin et qu'on fait lever gros mythes et qu'on a une super idée de ce qui va se passer. On travaille avec des artistes extrêmement talentueux qui arrivent justement à donner réalité à toutes ces idées qu'on peut avoir. Moi j'ai commencé comme animateur, donc je sais ce qui est possible de faire en animation, mais la plupart du temps les animateurs très talentueux avec lesquels on travaille, non seulement ils sont à la hauteur de nos attentes, mais ils vont même encore bien au-delà. S'il vous plaît, il y a 25 ans, j'étais allé sur le tournage de Close Shave, Rasé de près. Il y a peut-être 30 ans, je ne me souviens plus. Il y avait 25 plateaux et chaque plateau devait faire ses 2 ou 3 secondes par jour. Vous avez dit tout à l'heure 35 animateurs. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait 35 plateaux pour ce long métrage? Est-ce que ça arrive encore que des animateurs aient à faire 2 ou 3 secondes par jour par plateau? Yeah, it's more like we have more sets than we do animators. So I think when we were at full speed, we had about 40 sets, but not all of them had animators on. Some are being changed or prepared. And I think the numbers in terms of, well, our producer, Richard Beat, did actually make it in the end. He's over there. He will know the numbers exactly. But yes, even when we were at full speed, if we made a minute of animation as a whole crew, then that was a very good week. So it's still very slow as a process. Oui, en fait, à vrai dire, on avait même plus de plateaux que d'animateurs. Au plus fort de la cadence, on avait peut-être 40 plateaux de tournage en même temps, mais pas forcément toujours avec un animateur dessus. Ça pouvait être en cours de préparation, en cours de fabrication. Mais notre producteur, Richard, qui est bien arrivé, saura lui exactement combien on en avait. Mais en tout cas, si au maximum on arrivait à produire 1 minute, l'ensemble de l'équipe, 1 minute de film, c'était une excellente semaine. Donc c'est un processus très long. On a une question ici. Bonsoir. Et après, il y aura... Merci pour le film et d'avoir fait enfin revenir Wallace et Gromit. Je pense qu'on l'attendait tous avec beaucoup d'impatience. Ma question, elle est facilitée parce que vous avez déjà abordé le sujet, c'est sur les empreintes de doigts, les empreintes digitales. On voit que c'est quelque chose qui tient vraiment au cœur de votre studio. On voit même sur l'affiche du film, on voit encore des empreintes par rapport à d'autres studios qui font de la stop motion.
Et j'aurais voulu du coup vous expliciter un peu ce choix, parce que c'est vraiment quelque chose que vous conscientisez, vous allez nous en parler un petit peu plus tôt, savoir pourquoi ça vous tient à cœur en tant qu'animateur qu'on voit les traces de doigts. Yeah, it's always been at the very heart of the way we do stop motion, and particularly Wallace and Gromit, the very handmade technique, you know, seeing the fingerprints exactly as you say. It's at the heart, and it's like it's hard to define it when you when you've originated it, and we've worked on it so close. But I think it's part of the charm, you know, from what people say. And even though you could say, well, it's just a technique, you could tell a story as long as you're telling funny, compelling stories with compelling characters. It doesn't matter. But I think. And also, I'm a big fan of many CG films, of course, whatever medium you're working in. But I think for us, it's just, there's a humour that comes from the technique as well. You know, every artist needs some kind of perimeters, some kind of limitations. And stop motion clay gives us a kind of limitation to work within. And it's how you use the limitations is what makes it clever, I guess. Or that's the challenge, to be clever with what little you have. C'est the real challenge, I guess, of most artists. Alors, je crois que c'est vraiment au cœur de notre approche, effectivement, du stop motion, en particulier avec Wallace et Gromit. C'est le côté fait-main, en fait, qui est vraiment au cœur de la démarche. C'est un peu difficile à expliquer quand c'est quelque chose qu'on a créé, vraiment qu'on a fait naître et sur lequel on travaille de très près, comme avec Marilyn. Je crois que ça fait vraiment partie du charme. C'est en tout cas ce que nous disent les gens. Et c'est aussi une manière, quelque part, de dire que tout ça n'est que de la technique. Que finalement, l'important, c'est de savoir raconter une histoire, de la raconter d'une manière qui soit amusante, avec des personnages qui soient engageants, qui parlent. Je suis fan de tas d'autres façons de faire des films, évidemment, mais je pense que tous les artistes ont besoin d'établir une forme de périmètre et des contraintes. Et pour nous, la pâte à modeler, c'est la contrainte à l'intérieur de laquelle, justement, on est poussé à être créatif. Could I just elaborate slightly? Because it's interesting, just an anecdote about how Gromit came about. When I was doing one of the first shots in A Grand Day Out, I was planning to give Gromit a mouth and a voice, but it was just so difficult to get in there and reach and sculpt his mouth that I just started moving his brow, and in that moment, Gromit was born. And I think it happened. I don't know if it could have happened if it wasn't for the clay figure. You know, it's the fact that the animator now is handling the character on every frame of every shot, and so it's putting in a humanity and an often subtle nuance. And as Merlin was saying about Feathers McGraw, I think it's the power, because you've got these limitations about how much you can do, it's somehow the power of subtlety comes out. And somehow the humanity of Gromit, and he made it more human than Wallace in a way, so that set up the whole dynamic for the rest of time. Si je peux juste ajouter une petite anecdote par rapport à la naissance de Gromit, parce que je pense que c'est vraiment pertinent par rapport à la question. En fait, quand je travaillais sur une grande excursion et que j'étais en train de créer ce personnage, au début j'avais l'intention de le doter d'une bouche et de le faire parler, il aurait une voix. Et en fait c'était extrêmement compliqué, j'arrivais pas à modeler sa bouche. Et c'est le moment où j'ai commencé à faire bouger ses sourcils, et où il est devenu expressif par ses sourcils, et c'est vraiment là qu'est né le personnage de Gromit. Et c'est quelque chose qui ne serait pas arrivé sans justement le modelage, sans le fait de devoir avoir le personnage entre les mains à absolument chaque scène, ce qui implique les limites de ce que peut faire un être humain qui manipule un objet, et qui donne justement cette humanité aussi au personnage et toutes ces nuances-là. Tout à l'heure, Merlin parlait aussi de Phaser et de la manière, de l'impact et de la puissance qu'il peut avoir justement de par les limites en fait de cette figurine qui est extrêmement simple. Encore une fois, c'est ça qui lui donne son humanité, et les sourcils de Gromit finalement le rendent presque plus humain que Wallace. Et c'est de là que ça part et que ça reste ensuite pour l'éternité peut-être. Peut-être encore 2 ou 3 questions. Alors, où est le micro? Tout en haut, là-bas. Je ne sais pas où, mais tout en haut. Il y a quelque chose que je trouve très propre à Wallace et Gromit, c'est ce côté un peu spooky, et avec certaines scènes qui me effrayaient un peu et qui m'avaient beaucoup marqué quand j'ai regardé Le Lapin-Garou quand j'étais petite. Et je me demandais comment vous cultivez ça et comment vous savez où vous arrêtez dans
qui fait peur ou pas, parce que je me dis que même dans ce film-là, il y a peut-être des choses qui peuvent marquer, ou enfin, même moi j'ai eu un peu peur et tout, et je me demande comment vous régulez ça, enfin, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, la lumière, la musique et tout, mais je me dis que même Feather, il fait un peu peur au final, et du coup, voilà, je me posais la question par rapport à ça, comment vous gérez le côté un peu effrayant du film. Voilà. Yeah, so it's very important to have the darker moments and the horror, and I think, I can speak for this film, and Nick can talk about the other films, but there's always seemed to be a dark element. There's been murder and bad robots and werewolves. Wasn't a Were Rabbit described as the first vegetarian horror movie? And so with this, it was very much, it's horror with a small h, and it's leaning more towards thriller than horror. But having that feeling of being uneasy rather than frightened, I think is where the balance lies. And using comedy to lighten the moment is very important in that equation. And so finding where that line is, we experiment. So that's what we use the story reel for, is how far do we push it? When is it too scary? When is it not funny anymore? All of those questions we ask ourselves all the time, and there's no simple answer except to try it and experiment, and that's what the storyboarding and the animatic process is about, exploring where that balance lies as we film with the correct tone that we're after. C'est aussi extrêmement important d'avoir des moments sombres et des moments même horrifiques. Moi, je peux parler de ce film, Nick peut parler évidemment des autres, mais je crois qu'il y a toujours eu une dimension effrayante ou horrifique dans les films de Wallace et Gromit. Il y a des histoires de meurtre, il y a des histoires de méchants robots, et des histoires de loups-garous aussi. Je pense que l'histoire du lapin-garou, le film a été qualifié de premier film d'horreur végétarien. Et c'est de l'horreur avec un petit H, c'est-à-dire que c'est quand même, on est plus dans le thriller, on cherche davantage le moment un peu de malaise que réellement la peur, mais c'est un équilibre assez fin qu'il faut trouver. On utilise le comique pour éclairer aussi, pour justement trouver cet équilibre qui est extrêmement subtil, et ça implique d'expérimenter en permanence et de travailler énormément sur le storyboard pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut pousser, parce qu'il n'y a jamais de réponse simple, et donc à chaque moment on se demande jusqu'où on peut aller dans la peur, jusqu'où on peut aller dans le comique pour réussir à trouver le ton juste qu'on veut donner au film. 3 questions avant de finir, on est ici. Et du coup, tout est fait de la même matière ou pas? It's all sorts of different materials. Yes. And so inside of Wallace and Gromit and all the characters, there's a skeleton made of metal. A bit like us, we have our skin on top of our bones. They have a metal skeleton, and then they have silicone rubber for their bodies, and then modeling clay for their faces, and their eyes, to make their eyes shiny, is made from a plastic resin. And Gromit's nose is also a plastic resin, so his nose is shiny. Alors en fait, on utilise toutes sortes de matériaux. À l'intérieur de Wallace et Gromit et tous les autres personnages, il y a aussi un squelette en métal. En fait, comme nous, on a un squelette et par-dessus, on a la peau. Eux, ils ont le squelette en métal qui est recouvert de silicone, de caoutchouc. Et le visage est donc fait en pâte à modeler. Et puis les yeux, pour que ça brille, sont en résine plastique, le nez aussi de Gromit. Alors on a, je ne sais pas où est le micro, on est déjà quelque part. Il est là. D'accord. Merci beaucoup pour ce film. C'était un rêve de gosse de voir Wallace et Gromit au cinéma, et je suis très contente d'avoir pu vivre ça. J'ai remarqué que dans ce film, il y a quand même un thème sous-jacent des problèmes que la technologie apporte et du fait que l'humain reste très important. Et je vous ai aussi entendu parler de ça à travers votre rapport à l'animation. Et je sais que le film a commencé à être conceptualisé il y a 5 ans, mais de nos jours, avec l'arrivée de l'IA dans le monde de l'art, dans le monde de l'animation, je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous était peut-être passé par la tête au cours de la conception et de l'animation du film.
and I'll talk about tech. Yes, I mean, first of all, I remember pitching the initial half an hour idea to Mark Burton, and I know he was particularly lit up by the idea of AI, that this could be a film for the present day, even though it's all told through gnomes and Wallace and Gromit comedy, so in a non-serious way, be a commentary on that. Oui, en fait, dès le moment où j'ai pitché la première demi-heure du film à Marc, notre producteur, il a tout de suite adoré l'idée que ça puisse être un film qui parle de l'intelligence artificielle et qui parle de ces sujets extrêmement actuels, quand bien même il le fait avec des mains de jardin et avec Wallace et Gromit et avec le comique, donc d'une manière pas très sérieuse, mais malgré tout une façon de commenter ce qui se passe actuellement. But when at that stage, artificial intelligence was in its infancy, and in the 4 years it's taken us to make the film, the speed at which technology accelerates, the whole hot topic around artificial intelligence dominating the creative industries and the strikes that were happening in the creative arts came to light. And in that discussion, we think that the human touch is very important, and it's thematic to our film as well. It's where is the balance? The human touch is vital to us, and you can see it in the way we make the films. We didn't use any AI creatively. You have to be very careful about saying you didn't use artificial intelligence, because if you use a smartphone, you're probably using artificial intelligence of some sort. So we can't say we didn't use it, because as users of modern technology, we will in some way. But in terms of voice, in terms of writing, in terms of image creation, we didn't use it. And I don't think it would fit the way we as a studio create films. Au stade où on en était quand on a commencé à évoquer le film, c'était encore les balbutiements de l'intelligence artificielle, et pendant les 4 ans et demi qu'il a fallu pour le fabriquer, il y a eu une telle accélération que c'est vraiment devenu un sujet central dans le milieu artistique, et des grèves aussi des professions artistiques pour souligner l'impact de ces changements. Et dans ce débat, pour nous, ce qu'on place vraiment au centre, c'est effectivement se toucher, cette intervention humaine. C'est pas seulement une façon de faire le film, c'est aussi pour nous un thème central. C'est vraiment vital, en fait, pour nous en tant que studio, de fonctionner de cette manière-là. Et on n'a pas utilisé l'intelligence artificielle, en tout cas de manière créative. Il faut toujours faire attention, prendre des précautions quand on dit qu'on n'a pas eu recours à l'intelligence artificielle, parce que si vous utilisez un smartphone ou autre, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle soit intervenue dans un de vos gestes. Donc on ne peut pas vraiment dire ça, mais par contre, on n'a pas utilisé pour la création des voix, pour l'écriture, pour la création vraiment des images. Et je pense que c'est quelque chose qui, de toute façon, ne collerait absolument pas avec notre façon de travailler dans le studio. On a une petite question juste ici. Vous levez le bras depuis 15 minutes, je suis désolé. C'était vraiment comme ça pendant 15 minutes. Bonjour, juste j'avais une question. C'était d'où vous est venue l'idée des nains de jardin? Et juste à côté de toi, tu pourras donner le micro. Question. On va attendre la réponse et puis après tu pourras poser ta question, désolé. Okay. Well, gnomes have always been a part of Wallace and Gromit's world. Almost, well, all the Wallace and Gromit films, gnomes appear. They're just, But so it wasn't a big step to think, well, maybe Wallace invents a smart gnome, a robot gnome to help Gromit. So that was. En fait, dans tout l'univers de Wallace et Gromit, dans tous les films, il y a toujours eu plein de nains. Ils étaient présents depuis le début, donc ça n'a pas été. On n'est pas allé chercher très loin en fait, en se disant tiens, il pourrait inventer un robot nain pour aider au jardin. Tu peux y aller. Moi j'ai 2 questions. Ma première question c'est pourquoi, comme méchant, avoir pris un pingouin et pas un autre animal? That's the first question. Why the penguin has been? Why did you pick that animal and not another? Well, why not? Pourquoi pas? I think
there's a kind of comic, conceit to the idea. So it was like the least likely villainous animal at the time. On cherche toujours à chaque fois une idée qui soit un peu artificielle, quelque part un peu rigolote, et là c'était l'idée de trouver l'animal qui soit le moins crédible comme méchant. Now nobody can trust a penguin. Et maintenant, plus personne ne peut faire confiance à un pingouin. Et ma deuxième question, c'est pourquoi remplacer le diamant par un navet et pas par It was a turnip. And the navet. Well, I guess it's to do with the plot to it. Yeah, Mark, why did we change it for Alors on va demander à Marc pourquoi est-ce qu'on a introduit un navet. Because a turnip is the most least valuable thing we could think of. I think that was similar shape to a diamond. Parce que c'est le truc qui avait le moins de valeur auquel on pouvait penser et qui avait une forme qui pouvait être proche de celle d'un diamant. Un navet. Vous avez une bague avec un diamant, donc vous pouvez imaginer une bague avec un navet sur le téléphone. Yeah. It's very smelly. Ça risquerait de sentir un peu. Pour finir, un petit mot sur les voix, et notamment sur celle de Wallace. Peter Sallis, sa voix historique, est décédée mort en 2017. Comment avez-vous choisi Ben Whithead pour lui succéder? C'était à la fois émouvant et difficile pour poursuivre le film. Yeah, it was a great loss losing Peter Sallis, of course, yeah. But actually, it was a great blessing at the time because Ben Whitehead was, in Curse of the Were Rabbit, he'd been brought in by coincidence to do a background character, and so he was around, and when it came to, quite often you need someone to read in with another actor, and when Peter wasn't available, Ben stepped up, and acting with Helena Bonham Carter or Ray Fiennes, and we discovered he could do an amazing mimic of Wallace, Peter's Wallace. So after that, he started doing lots more jobs that Peter didn't want to do, like video games and different things. So we've known Ben for many, many years, and in the background he's been getting better and better and better, and it was kind of just very fortuitous, all the timing aligned, and he was ready, and we were ready with the film, and here he is, and we're very proud of what he's done. Yeah, we owe so much to him. Alors Peter Sallis a évidemment été une grande perte, mais en même temps la véritable bénédiction, c'est que Ben Whithead, en fait, il était déjà là, il a travaillé sur le Lapin-Garou, c'était un personnage secondaire, et en fait très souvent on a besoin, quand on répète, que quelqu'un lise le texte, et quand Peter Sallis n'était pas disponible, c'est lui qui le faisait. Il s'est proposé et il a donné la réplique à Helena Bonham Carter, à Ralph Fiennes, et en fait on s'est rendu compte qu'il savait parfaitement imiter le Wallace de Peter Sallis. Et en fait, assez rapidement, il s'est retrouvé à faire toutes sortes de choses que Peter n'avait pas envie de faire, comme par exemple les voix des jeux vidéo ou ce genre de choses. Et donc il n'a fait que s'améliorer. Et quelque part, le timing s'est bien tombé, au sens où, au moment où il a fallu trouver une nouvelle voix, il était prêt et il nous reconnaissait depuis longtemps. Et voilà, les choses étaient alignées et on est très fiers du travail qu'il a fait. Bien, merci beaucoup, merci. Et donc, portez la bonne parole, le film sera sur Netflix à partir du 3 janvier. Voilà. Merci, vous êtes ici chez vous.